Yeah. Hello. No. Hello. Bonjour. Hello. Hello. Can you hear me? Okay. Good afternoon, everyone, and welcome. Eh bien, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à la réunion plénière Révolution numérique dans le cadre d'AI 2014. Ravi de vous revoir après le déjeuner. J'imagine que vous autres jeunes, après le déjeuner, vous êtes tout à fait encore plus plein d'enthousiasme. Nous avons un panel fabuleux aujourd'hui. Comment allons-nous nous organiser? Nous allons donner la parole à nos invités 5-7 minutes chaque. Et ensuite, vers 15h10, nous allons passer au mode interactif, ce qui veut dire que nous allons prendre des questions. Et à 15h30, 15h40, suivant le nombre de questions, nous passerons à la conférence de presse. Pour ce qui est des journalistes présents, des représentants de la presse, si vous avez des questions, je vous invite à les réserver pour la conférence de presse tout à l'heure, pour laisser la priorité à ceux qui n'appartiennent pas à la presse. C'est mon organisation qui a organisé cette manifestation. Nous avons des projets qui sont sur les rails, des startups. Il s'agit de voir quelles sont les difficultés. Nous avons approfondi les deux grandes tendances. Pour ce qui est des villes intelligentes et des big data, des données ouvertes, pardon. Et on a estimé qu'il s'agissait de domaines dans lesquels on pouvait prendre des forces, mais qu'après cela, il fallait arriver à prendre son sort entre ses mains et à décider de ce qu'on veut pour trouver ensuite des gens pour vous appuyer. Nous avons entendu toute une série de gens. J'ai à ma gauche le représentant du Youth Office qui va nous dire un peu comment les choses se présentent aux États-Unis sur la scène de l'innovation, quelles sont les difficultés, que peut-on harmoniser. À ma droite, Björn Sommerling qui dirige Open Innovation. Vous connaissez Open Innovation? C'est l'expert dans la matière, c'est l'expert de la commission sur ce point. Il va vous montrer comment cela peut être utile et déterminant pour vous. Ensuite, Romanenko, qui a lancé sa propre start-up avec du capital risque. Et ensuite, il l'a vendu. Ça se passait à Silicon Valley. Il est revenu ensuite en Europe et il a travaillé avec François Hollande. Et il a travaillé dans le secteur de l'innovation, des données ouvertes et il peut nous dire toute une série de choses sur la façon dont les jeunes peuvent travailler dans la nouvelle économie. Qui croit que l'économie actuelle fonctionne plutôt que la nouvelle? Je voulais vérifier que tout le monde suivait et que personne ne dormait. Alors, comment faire en sorte que les choses démarrent? C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, Childwell Health, Yann a cofondé Mendeley. Est-ce que vous connaissez Mendeley? C'est une plateforme de partage de données pour la recherche et les publications scientifiques. Au départ, ça a été soutenu par Elsevier. Et c'est une composante qui n'a pas perdu son identité propre depuis. Il lui aussi, il y a quelques années, était un étudiant qui ne savait pas très bien quoi faire et il revient maintenant à la tête d'une start-up qui a fait un succès mondial.
Je vais maintenant donner la parole aux invités du panel, à commencer par Björk, qui a des transparents, je crois. Find the slides. It should be. Where is it? It's in there. There might be recent pictures. Yeah. When really welcome. Alors bonjour à tous. Comme l'a dit Kumar, je travaille pour la Commission européenne. Je me suis occupée dans le temps du système d'innovation finlandais. Et vous savez qu'il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs du monde. J'ai passé aussi quelques années à Los Angeles dans le secteur des médias et puis je travaille maintenant à la Commission. Je me consacre surtout à l'innovation. Alors je trouve que l'innovation verte 2.0 est vraiment quelque chose de très important. On parle partout d'innovation parce que l'innovation devrait résoudre tous les problèmes dans le monde. Et les responsables politiques en parlent très souvent sans très bien comprendre de quoi il s'agit. Alors pour moi, l'innovation, il s'agit surtout de faire que les choses se produisent. C'est très important, donc l'écosystème de l'innovation, surtout pour les jeunes entrepreneurs. L'innovation, c'est pour que les choses aillent plus vite et pour avoir plus de réussite par le passé. Il faut que cette interaction se réalise de manière plus rapide et plus efficace que par le passé. Il nous faut des responsables politiques qui auraient le courage de se laisser influencer par l'évolution des choses et pas imposer quelque chose par le haut. Alors, la question est de savoir comment vous donner les moyens à vous tous pour expérimenter des prototypes dans une certaine sécurité. Alors, un de mes messages clés, c'est que la science fondée sur l'innovation, c'est un ensemble de différentes disciplines, de compétences regroupant différents acteurs. Et je pense qu'il faut vraiment créer un environnement où le changement de paradigme soit réel. J'ai parlé de l'innovation ouverte 2.0 parce qu'il s'agit justement de créer cet ensemble. Je ne parle plus d'innovation linéaire, l'innovation fondée uniquement sur la science. Il s'agit de faire en sorte que l'utilisateur final participe lui-même à la création de cette innovation, apporte sa valeur ajoutée dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'idée de base, et je pense que cela s'applique aussi aux jeunes entrepreneurs de manière générale, lorsque vous utilisez le capital intellectuel de la communauté des usagers, vous arrivez à créer un marché nouveau. Si vous tentez simplement d'inventer ce dont les utilisateurs auraient besoin, vous n'êtes pas sûr que cela fonctionne. Donc il s'agit de créer un nouveau marché en permettant la participation des différents acteurs dans le cadre d'une plateforme ouverte. Donc, se fonder sur un modèle d'économie ouverte et non plus fermé. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais pour moi, l'essentiel, c'est la connectivité. Il s'agit de partage, de créer des plateformes ouvertes grâce aux différents acteurs, grâce à l'utilisateur de base. Je devrais peut-être éviter d'utiliser ce terme d'utilisateur. Normalement,
on entend en quelque sorte que les utilisateurs sont des objets dans le cadre de votre projet. Ce n'est plus le cas. Ce sont des sujets, des agents actifs qui développent ces produits et ces services en même temps que leurs concepteurs. Donc, on n'est plus dans une situation où les citoyens, les usagers en général, il faut que ces usagers, ces citoyens participent à la création du produit et du marché même. Et je voudrais donc maintenant vous parler, utiliser le terme biologique, organique. Dans les modèles d'innovation traditionnels, c'est la forme d'organisation qui détermine le résultat final. Et je peux vous parier que très rapidement, la tendance sera complètement inversée. Il s'agit de fusionner des compétences à partir de ce qu'on souhaite obtenir. J'aimerais bien que vous participiez aussi à ces sessions organiques, comme on les appelle, où vous pourriez partager vos compétences pour la réalisation du résultat final. Alors, la diversité, c'est très important. Plus votre équipe sera fondée sur la diversité, meilleurs seront les résultats. Et il s'agit donc de créer une situation où les talents s'attirent les uns les autres. Il s'agit d'agir, d'expérimenter, de créer quelque chose de nouveau. Et de faire en sorte que les talents s'attirent les uns les autres. Le monde est pointu, il n'est pas plat. C'est les talents qui s'attirent les uns les autres. Cela fonctionne aussi dans les structures, pour ce qui est des structures des entreprises. La valeur d'une organisation dépend de son propre positionnement au sein de l'écosystème, au sein d'un ensemble de personnes qui l'entourent et d'autres entreprises, d'autres types de compétences. Il ne s'agit plus de satisfaire le consommateur, de générer des revenus, de faire des économies de coûts. Il s'agit d'interaction. Donc, maintenant, laissez tomber, on oublie l'innovation ouverte 2.0. Il s'agit plutôt d'innovation linéaire pour l'instant. Cela n'a rien à voir avec des communautés, avec la participation des usagers. Il s'agit de développer une vision commune à laquelle tout le monde pourrait participer. Vous avez ici une publication qui vous a été distribuée ici. Alors n'hésitez pas pour m'interpeller à son sujet. Pour moi, les écosystèmes innovants, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un ensemble de compétences où vous avez un ensemble de canaux différents pour réaliser des objectifs différents. Vous avez des entreprises différentes, des personnes différentes, des compétences différentes. Et pour passer des clusters vers les écosystèmes, c'est extrêmement important. Il ne faut pas fonctionner dans le cadre de ces groupements, de ces clusters. Ils sont trop monotones, aussi bien du point de vue de leurs compétences, du point de vue de technologie qu'ils emploient. Donc, il faut dépasser ces clusters. Alors, je dois conclure maintenant et je vous dirai que dans le cadre du programme Horizon, nous essayons de développer des possibilités de participation en matière d'innovation de toutes sortes, de plateformes, etc. Si vous voulez en discuter dans le détail, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez passer par Kumar qui est en contact avec nous. Mais l'innovation verte 2.0, c'est vraiment, je pense, votre avenir. Ça fait partie de votre avenir. Merci. So if you're talking about a spike, Eh bien, si le monde est pointu, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à développer l'innovation dans cet écosystème. J'aimerais maintenant que nous entendions que notre invité
qui va nous parler de l'écosystème dans lequel il gravitait avant de créer Mendeley. Oui, en fait, je ne gravitais nulle part, j'étais étudiant et j'essayais de voir ce qui était possible. Ce que je voudrais faire passer, c'est que à votre âge, à notre âge, j'espère pouvoir encore dire à notre âge, eh bien tout est encore possible. River Samber a dit Dieu vous a donné l'Internet, donc faites-en bon usage pour lancer une entreprise, une activité. Si vous regardez ce qui se passait il y a 100 ans, il y a 150 ans, lorsqu'on lançait une affaire, ça pouvait être le secteur de l'électricité, des télécommunications, de charbonnage, mais à notre âge, personne ne pouvait se lancer à l'époque. Aujourd'hui, pourtant, même à notre âge, on peut se lancer sur Internet. Les barrières à surmonter sont incroyablement basses. Vous pouvez vous lancer. Alors que lorsqu'il s'agissait de produire l'électricité, des voitures ou que sais-je, ce n'était pas le cas. Donc, je vous encourage à ne pas rester inactif, à ne pas rester dans l'expectative, à ne pas trop prévoir et imaginer, parce que souvent, on a une démarche trop conservatrice, on programme trop. Pourquoi d'ailleurs ne pas commencer par aller chez des consultants et faire des erreurs aux dépens des clients? Si vous voulez fonder votre entreprise, eh bien moi ce que je vous dirais, ce n'est pas cela, c'est n'attendez pas, allez-y. Parce que moi je connais des gens qui ont écouté ce conseil, allez donc travailler chez des consultants plutôt que de vous lancer, de fonder votre entreprise, et ils sont toujours chez les consultants des années après. Si vous êtes à l'université, vous êtes dans un environnement très protégé, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas de barrières difficiles à surmonter, vous avez des contacts faciles, alors que plus tard, lorsque vous aurez des assurances à payer, lorsque vous aurez des charges familiales, lorsque vous aurez des charges de toutes sortes, les choses seront plus difficiles. Donc ça n'a pas l'air immédiatement concret, mais ça l'est. Alors allez-y, utilisez l'Internet, utilisez les moyens qui vous sont offerts à l'université dans un environnement très protégé. Essayez de produire, de créer de la valeur dont beaucoup de politiques parlent. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Donc, allez-y, foncez, ne perdez pas trop de temps à programmer. I would tend... Oui. Moi, je pense que si on planifie moins, on arrive à mieux expérimenter, on se libère l'esprit. Tout dépend de savoir de ce que vous voulez produire, quelle idée vous voulez développer, lancer. Bon, nous sommes tous ici pour parler d'innovation pour une certaine raison. La raison, c'est que l'innovation est essentielle. C'est très important. Nous avons besoin de plus d'innovation pour relancer le moteur de la croissance économique sur notre continent et dans le monde. Et pour relever tous les défis, pour résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Donc il faudra à un certain moment envisager de faire les choses mieux, de manière plus durable et plus innovante. C'est quelque chose qui est très important, et donc il est important de savoir quelles sont les idées que nous voulons développer et lancer. Il ne s'agit pas de travailler sur une simple expérience, il faut réaliser quelque chose qui ait un sens.
Il ne faut pas donc partir du problème. Il faut voir par quels moyens on peut apporter une solution. Et même si vous échouez, vous aurez au moins tenté de faire quelque chose. Bon. Alors, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut aussi du courage. À chaque fois, il faudra faire le choix entre la voie facile et la voie plus risquée, plus dangereuse. Et il semble qu'on puisse apprendre à avoir du courage. En prenant exemple sur vos pairs contemporains, sur vos modèles, vous inspirant par exemple de la communauté scientifique, et cela peut vous inspirer pour développer vos propres idées. Mais pour apprendre à le faire, il faut avoir des idées, du courage, mais aussi de l'aide, du soutien. Il vous faut des moyens pour réaliser ces idées. Donc, il faut aussi du talent, il faut s'entourer des personnes qui peuvent vous aider à développer vos projets, il vous faut des ressources, des capitaux, l'accès au marché, à la technologie, à la science. Et il semblerait que ce soit vraiment la meilleure époque dans l'histoire de l'humanité du continent pour faire cela grâce aux différentes ressources, à l'Internet, etc. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de cette situation. Par exemple, dans ma ville, c'est une personne qui a décidé de créer une école de futurs créateurs d'entreprises, de start-up. Tout cela se passe à Paris. Et donc, nous avons besoin d'aide, de soutien pour lancer ces start-up. Il faut donc essayer d'explorer toutes les possibilités et prendre conscience du fait qu'on est en train de bâtir un écosystème. Et construire un écosystème qui permette à chacun d'entre nous d'innover et de lancer de nouvelles idées. J'ai travaillé auprès du gouvernement français, auprès de la task force sur les données ouvertes. J'ai tiré beaucoup de leçons de cette expérience. Alors, pour construire un écosystème, il s'agit avant tout d'ouvrir ces systèmes. Un système ouvert vaut mieux toujours plus qu'un système fermé. Donc, dans notre cas, nous avons essayé de faire en sorte que les données collectées par le gouvernement, que ce soit au niveau national ou local ou européen, ces données doivent être accessibles aussi facilement que possible. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est qu'il faut mieux faire des expériences que légiférer, imposer quelque chose en légiférant. Donc, il faut toujours faire des expériences avant de prendre des décisions législatives. Et enfin, une dernière remarque, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi dans mon travail pour le gouvernement, en travaillant à l'extérieur. Les écosystèmes que vous allez bâtir, il faut trouver des gens qui s'y intéressent, parce que si personne ne s'y intéresse, ça ne fonctionnera pas. Merci. And we made a rather fast transition from Yann to... Eh bien, je crois que ce message a été tout aussi précieux que le précédent. Nous avons pour le moment adopté une perspective européenne. Vous êtes pour la plupart européens. On a parlé de la nécessité de ne pas trop réfléchir, de se lancer, mais on a besoin d'avoir une certaine infrastructure et d'avoir quand même une certaine programmation. C'est ce qui a été dit. Mais
comment voit-on les choses ailleurs dans le monde? Est-ce que les jeunes se heurtent aux mêmes difficultés? Comment se présente la situation aux États-Unis? Quelles leçons, parmi celles qui ont été tirées, peuvent-elles être appliquées partout dans le monde? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à Strasbourg. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette magnifique ville de Strasbourg. Vous m'entendez bien? Vous autres jeunes Européens vivez un peu les mêmes choses que les jeunes que j'ai pu voir dans mes voyages. Vous interrogez sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qui marchaient du temps de vos parents, qui ne semblent plus marcher aujourd'hui. Vous vous interrogez. Je pense à mon propre exemple. Mes parents voulaient que je suive une voie qui soit une voie sûre, par exemple, faire médecine. Et je ne voulais pas faire médecine, j'ai voulu étudier la chimie, et même si c'était des études sérieuses, eh bien, ça leur paraissait moins bien. En fait, les générations, nos parents, nos systèmes éducatifs nous ont donné les outils les meilleurs de leur point de vue, mais compte tenu de l'évolution du monde, eh bien, il y a beaucoup de choses qui paraissent très incertaines. C'est pourquoi il faut il faut procéder différemment, parce que même du point de vue du gouvernement américain, nous posons ces questions dont vous avez parlé, comment catalyser la croissance, l'innovation. Il y a beaucoup d'ailleurs de termes qui recouvrent des choses différentes suivant le point de vue des uns ou des autres. Alors, pour vous dire quelques mots de la situation aux États-Unis, les jeunes sont préoccupés là-bas par le coût des études universitaires, qui est très élevé. Ça peut aller jusqu'à $50,000 par an, à multiplier par 4 pour un diplôme de premier cycle. En plus, le diplôme ne garantit pas de débouchés professionnels. Et les gens se sont rendus compte qu'il fallait davantage prendre de risques. Les jeunes Américains d'aujourd'hui sont une génération extrêmement diverse au plan racial, au plan socio-économique, au plan religieux. Il y a une diversité extrêmement grande, ce qui est une excellente chose. Les jeunes sont progressistes et ils ont une vision du monde qui doit rejoindre la vôtre. Sur les objectifs qui doivent primer l'économie. C'est-à-dire que pour eux, un emploi, ils ne cherchent pas n'importe quel emploi. Encore faut-il que l'emploi leur convienne. Bon, personne ne gardera le même emploi pendant 20 ou 30 ans. Vous aurez probablement de très nombreux emplois différents dans votre vie et dans des secteurs qui n'existent même pas encore. Et ça n'est pas facile quand on est jeune d'essayer de penser à ce qui va se passer sur les décennies qui viennent. Alors, d'abord, le gouvernement ne pourra pas vous donner toutes les solutions. Si nous avons connu une réussite, nous avons vu par exemple que le partenariat public-privé pouvait fonctionner pour ce qui est
de la façon de favoriser l'innovation. Le gouvernement met en place des incitations à ce que les gens prennent des risques et il essaye d'atténuer ces risques. Si on vous demande où est l'innovation aux États-Unis, vous penserez à Silicon Valley, mais ça n'est pas le cas. Il y a de l'innovation un peu partout, dans de nombreuses villes, au plan local. C'est là surtout qu'on voit les diverses composantes de l'écosystème. Le Tennessee d'un côté, Chicago, Detroit. À vous, à nous de voir ce qu'il y a derrière le modèle de Chicago, de Detroit ou du Tennessee et de voir ce qui convient. Et puis, l'esprit d'entreprise ne va pas régler le problème du chômage des jeunes, même si c'est délicat d'en parler quand on parle du point de vue du gouvernement des États-Unis. Ça ne suffira pas à régler le problème. C'est très important, l'esprit d'entreprise des jeunes, mais on ne peut pas se défausser sur l'esprit d'entreprise des jeunes pour l'emploi des jeunes. Je crois qu'il faut voir les choses de façon plus large lorsqu'il s'agit de la lutte contre le chômage dans le cadre de l'Union européenne ou d'un pays donné ou même au plan international. Okay, that was very interesting. Merci. C'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur les coûts de l'université, l'esprit d'entreprise qui ne serait pas la panacée. Alors, vous avez l'occasion de poser des questions. Présentez-vous et lancez-vous. Qui voudrait poser une question? Okay, there's one up there. Je vois quelqu'un là-haut. I just wanted to mention, if you want to... Si vous voulez poser les questions en français, en allemand, il est possible que nous ayons l'interprétation à partir de ces langues. Pas de problème, si vous ne voulez pas parler en anglais, vous pouvez le faire en français, en allemand. Oui, je suis croate et je suis obligée de parler anglais. Désolée, ça serait de l'anglais croate et je m'en excuse. Ma question porte sur l'innovation et l'éducation. Alors, quand est-ce qu'on va faire de l'éducation pour l'innovation? En Croatie, nous avons un collège d'études économiques, mais on n'apprend rien sur l'innovation. Vous avez dit que l'innovation peut influencer le marché, vice-versa, etc. Mais alors, comment un étudiant devrait étudier les aspects macroéconomiques de l'innovation et développer ses propres produits innovants? On pourrait envisager en Europe un prix de l'innovation qui permettrait à quelqu'un de lancer ses idées. Bon, si ça ne fonctionne pas sur le marché, tant pis, au moins on aura essayé. Je viens de l'université de Rijeka en Croatie. So maybe I can answer to the Bon, je vais tenter de répondre à la deuxième partie de votre question. Comme l'a dit Kumar tout à l'heure, j'ai travaillé sur des startups à Silicon Valley avant de travailler pour le gouvernement français. Donc, je peux vous dire ce qui se passe quand les choses se passent bien. Car notre entreprise fonctionnait bien. Mais bon, notre succès n'a quand même pas été un succès explosif. Lorsque je suis revenue en France, j'ai eu du mal à expliquer un peu ce que je faisais aux États-Unis. D'ailleurs, mes parents n'ont pas trop bien compris quel était mon travail. Mais c'est une expérience précieuse.
Et ce qui m'amène à répondre à une autre partie de votre question. Votre question était comment est-ce qu'on apprend à innover? Et pour moi, il faut partir d'un problème, de quelque chose qu'on doit résoudre. Et donc, il faut déjà avoir suffisamment étudié pour pouvoir identifier ces problèmes et puis continuer encore à étudier pour pouvoir les résoudre. Et comme l'a dit d'ailleurs Yann tout à l'heure, il ne faut pas attendre trop longtemps pour se lancer. Il vaut mieux d'ailleurs d'abord se lancer peut-être et apprendre au fur et à mesure. Mais il faut en savoir déjà suffisamment pour identifier les problèmes qu'on tente de résoudre. Vous avez parlé de la science, du travail en laboratoire qui vous a permis de tirer cette conclusion. Donc il faut partir des problèmes et avancer et tenter de les résoudre. A personal comment from my perspective. Un commentaire personnel. Il y a l'éducation classique. Est-ce qu'on a besoin d'un modèle pan-européen? Moi, je peux vous dire que chez moi, à l'université que j'ai fréquentée, il y avait un cours sur l'innovation et un module sur l'esprit d'entreprise. Et j'ai suivi ces cours. D'autres ont étudié la gestion, le marketing pour opter pour une voie plus sûre. Donc, tout dépend de ce que propose l'université, mais tout dépend aussi de ce que choisit l'étudiant. L'étudiant qui peut choisir une université qui propose ces enseignements. Et puis, il y a aussi une question de mentalité qui joue. Est-ce que vous voulez vraiment encourager les gens à foncer et à faire de l'innovation et à lancer une entreprise? En Allemagne, on est assez prudent. On se dit, oui, mais si on se lance, il se pourrait qu'on se casse la figure. Je ne sais pas si c'est un problème qui se pose de la même façon partout en Europe, mais bien sûr qu'on peut travailler sur ces deux choses. Il s'agit d'une prise de risque, bien sûr, on n'est pas condamné à passer par Internet. Et d'un point de vue formel, il faut aussi comprendre ce que c'est que d'être chef d'entreprise, parce que il y a des modèles économiques très différents lorsque vous lancez une entreprise, très différents de ce qu'ils sont dans une grande entreprise. Oui, je peux me faire l'écho de ce qui vient d'être dit. C'est une question de mentalité, une question de culture. Si l'on regarde la compétitivité, l'innovation, ce qu'il en est, on voit qu'il y a une corrélation avec le bien-être, avec le bonheur des gens. On a dit que malheureusement en Europe, nous sommes très très forts lorsqu'il s'agit de programmer en se laissant dépasser par les événements à force de réfléchir. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que les entreprises qui interrompent un projet qui est en train de se planter assez tôt, que ces entreprises sont celles qui s'en sortent le mieux. Just a quick response is that Je pense qu'il faut commencer dès l'école primaire. Il faut non seulement développer l'esprit critique, mais aussi essayer de tenter de résoudre différents problèmes. Il y a plusieurs écoles comme universités comme Stanford ou l'MIT qui ont créé des laboratoires. Bon, tout d'abord, il faut savoir quel serait le programme éducatif en matière d'innovation. Comment s'y prendre pour résoudre différents problèmes. Là, cela mériterait qu'on y réfléchisse.
Et je crois que commencer à apprendre à innover au niveau universitaire, c'est déjà un peu trop tard. Voilà, c'est tout. Okay, so we had an excellent. Voilà. Nous avons entendu pas mal d'idées intéressantes. Comme j'ai déjà dit, si vous souhaitez poser la question en français ou en allemand, vous pouvez le faire. Allez-y, lancez-vous, posez vos questions. Hi. Bonjour. Je m'appelle Angelos, je viens de Chypre. C'est une toute petite île dans la Méditerranée. C'est une île turque? Non, non, c'était une blague. Yeah, Just joking. I wouldn't say that, but Bon, je ne dirai pas cela. Par rapport à ce que vient de dire Madame concernant l'étude de l'innovation et développer l'esprit d'entreprise. J'ai entendu parler de ce jeune Canadien qui avait la possibilité de choisir ses sujets d'études depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Il a choisi l'anglais, les maths et l'histoire. Et il a fait aussi de l'escalade, de camping and all the stuff. la sculpture, etc. Enfin, il a pu vraiment choisir tous les cours qu'il voulait suivre à partir de l'âge de 7 ou 8 ans. Donc, il avait vraiment la possibilité de choisir ce qu'il voulait. Et donc, ne pensez-vous pas qu'on devrait développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes dès le plus jeune âge? Et je ne sais pas si le système éducatif européen pourrait se développer dans ce sens dans les États membres. Yann, voulez-vous répondre à cette question? On nous a déjà posé cette question tout à l'heure sur les big data, savoir si cela peut contribuer à améliorer le système éducatif. Nous avons un modèle qui existe maintenant déjà. Enfin, le modèle classique avec un professeur, un enseignant et sa classe qui écoute le professeur. Puis il y a les devoirs qu'on fait à la maison. Tout s'apprend par répétition. Et en même temps, nous avons maintenant de nouvelles technologies. Tous les jeunes maintenant ont leur iPad. Mais ces moyens technologiques ne sont pas systématiquement employés par l'école. Donc, la question est de savoir est-ce que les jeunes doivent apprendre à encoder? Je pense personnellement que oui, je ne sais pas à quel âge. Mais en tout cas, il faut qu'ils apprennent l'interaction avec ce type de technologie. Car cela va changer leur attitude vis-à-vis de ces moyens technologiques. Je ne sais pas ce que peuvent faire les gouvernements, mais ceci peut aussi développer l'esprit d'entreprise et voir, enfin mieux comprendre comment on peut utiliser au mieux le système actuel. Et je crois que là, l'Union européenne aurait beaucoup à faire, ainsi que les responsables politiques. C'est quelque chose de très important. Et je crois que c'est à chacun d'essayer d'imaginer des solutions ou de lancer des idées pour améliorer le système éducatif. Oui, nous avons essayé de travailler sur ces questions, l'EIF, avec le Parlement, la Commission. Cette idée selon laquelle on aurait un tronc général et qu'ensuite on se spécialiserait, c'est quelque chose qui est un schéma dont on peut sortir. On a commencé à enseigner l'informatique à une époque où moi j'avais 19 ans et ça m'a fait bien rire parce que ça faisait longtemps que j'utilisais un ordinateur. Bon, il y a le processus de Bologne qui finalement doit être réorienté.
On a trop standardisé, il faut aller dans le sens de davantage de souplesse. Les choses bougent dans ce sens au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, mais il faut que l'on dise oui, vous pouvez choisir ce que vous voulez étudier. S'il ne vous faut que 2 ans pour une matière, pourquoi pas? Je crois que c'est une excellente question. Moi aussi, j'aimerais réagir à cette question. Il s'agit de savoir quelles sont les compétences dont nous aurons besoin demain. D'abord, il faut avoir les compétences de base, de pensée, les compétences de conceptualisation, de placement dans un contexte. Il s'agit de tous ces processus mentaux qui doivent être acquis à un stade précoce. Et ensuite, on passe à une question qui est tout autre, qui est savoir quelles sont les connaissances et les contenus qu'il faut maîtriser pour vous connecter avec votre écosystème à un stade précoce, mais tout au long de votre vie. Vous avez une question aussi? Oui? Je vous en prie. Maybe. Okay. So it's like. Bon, je vais être un petit peu confus parce que j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Je vais vous les livrer en bloc. J'ai l'impression qu'en Europe, comme vous l'avez dit, nous avons besoin de programmer. Un besoin de programmer, c'est dans notre mentalité, dans notre culture, à tous. En Europe, en tout cas, je parle des pays pour les pays que je connais. Mais je crois que nous n'arrivons pas à apprendre de nos échecs. Or, c'est très important si vous voulez pouvoir réussir le coup d'après. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois que nous avons une certaine optique de l'éducation. Nous venons d'un pays donné, nous avons une langue donnée. Et nous n'avons donc pas de vision globale des possibilités, parce que nous arrêtons aux frontières linguistiques et éducatives. Et c'est un peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Nous apprenons les mêmes choses et donc nous ne suivons pas un parcours créatif dans notre éducation. Donc comment veut-on qu'ensuite on puisse être créatif? Et ensuite, il y a la question de la mobilité et des limites à faire sauter en Europe, puisque nous sommes au Parlement européen. Et il y a aussi la façon de ressentir l'échec. Yeah, it's working. No? Francisca, I was born. Francisca, je suis née au Portugal, mais je vis au Royaume-Uni. Et je voudrais pas poser une question à Zenan. Je travaille pour une ONG internationale et on m'a dit récemment, j'ai entendu dire que l'avenir doit se fonder sur le modèle de la propriété privée. Donc nous devons nous adresser à des entreprises privées pour faire quelque chose de notre vie. Mais moi, je m'occupe surtout dans le social, je n'ai jamais travaillé dans le privé. Comment dois-je faire pour m'adresser au privé pour recevoir de l'aide? Je travaille pour un projet éducatif dans l'Afrique subsaharienne. Merci. On nous a beaucoup parlé. Oui, excusez-moi, présentez-vous tout d'abord. Je m'appelle Méris, je viens des Pays-Bas. Plusieurs des intervenants qui sont européens ont travaillé aux États-Unis. Nous avons une intervenante américaine.
On peut s'en inspirer pour améliorer l'innovation dans l'Union européenne. Et je voudrais vous demander si certains aspects du modèle européen ou de l'identité européenne qui pourraient servir de source d'inspiration pour les Américains. Okay. So to your Il y a beaucoup de modèles de partenariat public-privé, surtout pour ce qui est du développement. Dans le secteur privé, il y a les grandes multinationales dont les employés doivent aussi apprendre à innover pour se placer sur le marché américain. Donc, il faut apprendre l'esprit d'entreprise. Mais ce n'est pas la seule voie. Les employeurs doivent aussi attirer dans leur entreprise des employeurs qui ont déjà cet esprit d'entreprise, etc. Bon, vous m'avez demandé comment contacter des entreprises privées. Bon, il y a différents modèles dans le monde, des entreprises qui sont présentes aussi en Afrique subsaharienne, qui se fondent sur des modèles tels que la responsabilité des entreprises, qui travaillent aussi dans le social. Donc je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui représentent des modèles réussis et auxquels vous pouvez vous adresser. Je pense que tout dépend des contextes, mais ces partenariats publics-privés, on en trouve de plus en plus. Des entreprises comme Microsoft, par exemple, a des partenariats avec des pays tels que la Zambie ou la Namibie. Il y a toujours un lien entre le social et le privé. Ce n'est pas forcément donnant-donnant, mais on peut avoir des objectifs communs. Et pour ce qui est du modèle européen, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a des cultures particulières différentes, différents modèles culturels et des environnements particuliers dans le monde. Que ce soit le Caire, au Paris, au Chicago d'où je viens, vous avez des écosystèmes différents qui se développent un peu partout. Et créer des liens transatlantiques, par exemple, ce serait vraiment très intéressant. Ici, à la tribune, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à des programmes d'échange avec les États-Unis. Mais je pense qu'il y a des différentes thématiques qu'on peut développer grâce à ces échanges. Et ce serait positif pour tout le monde. Je crois que ce serait intéressant de développer ce genre de programme. Moi, j'aimerais bien que l'on crée un lien sur la jeunesse et l'innovation entre l'Europe et les États-Unis. Nous avons beaucoup de valeurs communes et je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et ce serait intéressant donc de s'intéresser à ce genre d'orientation dans les années qui viennent. Bon, je vous laisse la possibilité de répondre aux questions qui ont été posées. Pour les modèles d'innovation et les différentes approches, nous avons besoin de réseaux forts globalement pour réunir les compétences. Lorsqu'il s'agit des points forts européens, les pays européens sont en assez bonne position, quel que soit le type de critères. Mais nos pays étant relativement petits, il était bon de passer à une perspective régionale. Et si l'on regarde les pays les plus importants, on voit qu'il y a une innovation régionale plus développée. Il y a quelques 350 sites qui constituent le réseau des laboratoires vivants
en Europe. Je ne sais pas si vous le savez, cela recouvre pratiquement tous les États membres. Il y a aussi des relais en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord ainsi qu'en Amérique du Sud. Il s'agit donc d'un réseau entièrement mondial qui donc peut permettre de faire des expérimentations. Alors, utilisez ces réseaux, utilisez les dispositifs de soutien qui existent et utilisez les organisations qui permettent de faire le lien de part et d'autre de l'Atlantique. J'ai été frappé par le fait qu'il y a un thème qui revient dans vos 3 questions. Le fil, c'est de savoir comment utiliser nos différences culturelles pour en tirer profit dans tous les domaines qui ont été cités. Sur la différence de culture entre l'Europe et les États-Unis. Bon, c'est quelque chose sur quoi j'ai été amené à m'interroger beaucoup au cours de mon parcours. Comme nous sommes en France. Enrichissons-nous de nos mutuelles différences. So let's enrich ourselves from our... Je devais citer un poète français, Paul Valéry, puisque je représente le gouvernement français. Je vais essayer de résumer un peu, mais je pense que nous avons tous à gagner à apprendre de ce que nous apprenons les uns des autres. On peut avoir l'impression que Silicon Valley est en train de prendre le dessus sur tout et que le logiciel domine le monde. C'est peut-être une vision qui peut être présentée, mais en même temps, le monde a des retombées en termes d'innovation et il y a une innovation locale qui se développe, ce qui montre comment chacun au niveau local peut faire valoir sa vision à soi. Un exemple, si vous avez par exemple la culture du design des Italiens ou des Européens, c'est quelque chose qui sera un plus important lorsqu'il s'agit de développer la plateforme de demain. Bien sûr, chacun peut faire jouer ses talents, ses compétences et les centres tels que Silicon Valley auront toujours un point fort dans ce domaine, mais on aura toujours à bénéficier de tirer parti des compétences locales. Juste quelques réflexions pour réagir aux questions qui ont été posées. Vous avez parlé de la fragmentation du marché européen. Aux États-Unis, l'avantage, c'est qu'ils ont un grand marché unique, tout le monde parle la même langue. Jusqu'à il y a peu, en Europe, on n'avait même pas la même devise, ce qui représentait pas mal de coûts de transactions. Bien sûr, pour une entreprise américaine, c'est plus facile de trouver de l'argent parce que il y a plus de potentiel. Donc, il faut voir comment, en créant des entreprises, on va se projeter sur le marché européen dans son ensemble. Bon, pour ce qui est de l'éducation, nous avons les universités, le programme Erasmus, les échanges entre universités, l'euro, qui est très important pour nous, et d'autres nouveautés. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à apprendre
nous projeter sur l'ensemble du marché européen, mais pour cela, nous avons besoin de l'aide des gouvernements. Il faut adapter les politiques, les législations pour que cela puisse avoir un impact. L'autre question, c'était sur les différences entre les États-Unis et l'Europe. La question de savoir si nous avons quelque chose à transmettre aux Américains. J'ai passé aussi 3 années aux États-Unis pour développer notre siège américain. Et pour moi, la façon de faire des Américains au niveau des entreprises, des affaires, c'est un échange transactionnel qui a ses plus et ses moins. Alors qu'en Europe, on se fonde plutôt sur les relations particulières. Par exemple, les ingénieurs des différentes entreprises qui exportent des machines, considèrent qu'il faut bien connaître ses clients, avoir des relations avec ses clients, etc. Donc, j'ai constaté qu'il y avait de grosses différences au niveau du fonctionnement des entreprises. Et parfois, dans certains cas, il vaut mieux mettre l'accent sur les relations et dans d'autres cas, sur la transaction en tant que telle. Et je crois que cela vaut la peine que les deux cultures s'inspirent les unes des autres. Nous allons passer à la conférence de presse. Donc, je crois que certains représentants de la presse ont déjà posé des questions, mais nous passons à la conférence de presse et n'oubliez pas de vous nommer avant de poser votre question. Okay. So hi, I'm Michael. Michael de Chypre. Ma question concerne donc l'innovation. Nous vivons une époque où effectivement il y a un boom aux États-Unis, ailleurs 60% de la recherche justement 60% des chercheurs en fait voudraient être à travailler à leur compte, créer leur propre entreprise. Il y a effectivement donc un véritable boom de toutes ces entreprises via le web. Ce sont toutes ces nouvelles entreprises qui développent des applications mobiles. Donc il y a tout un débat là-dessus. Il y a donc toutes ces nouvelles entreprises qui voient le jour grâce à ces nouvelles technologies et ceci pourrait justement perturber l'innovation telle qu'on l'a connue à son âge d'or par exemple dans la Silicon Valley. Alors j'aimerais savoir quel est votre avis à ce propos. Oui, très brièvement. C'est effectivement un argument qu'on entend très souvent. Effectivement, il y a peut-être un petit peu trop d'innovation de ce côté-là. Mais je crois que la situation a bien changé par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ou 15 ans où le rêve qu'on avait est entre-temps devenu réalité. On est tous connectés. Donc il y a un potentiel qui permet justement d'avoir un public beaucoup plus important. Et je crois que pour l'instant, on est très loin de ce que c'était lorsque la bulle a atteint son pic. D'un autre côté, on peut dire qu'effectivement, certaines de ces entreprises, ces start-up, n'apportent pas grand-chose, mais ça dépend. Si la personne qui travaille pour ces entreprises a l'impression que ça ne sert à rien, ça c'est autre chose. Si en revanche, on essaie de mettre cela d'apporter quelque chose sur le marché, à ce moment-là, c'est différent. Qui sommes-nous pour le dire? Je crois que ce qu'il faut faire, c'est encourager justement l'initiative. Alors justement, pour compléter ce que j'ai dit tout au début concernant donc ces entreprises qui ne font pas sens. Plus que de par le passé, il est essentiel lorsque l'on crée une entreprise, qu'on travaille dans un système, un écosystème, c'est-à-dire avec les autres, notamment avec les usagers, pour pouvoir développer sa clientèle. Il faut en quelque sorte expérimenter différentes choses pour aller de l'avant. Sinon, vous n'allez pas
Et dans ce cas-là, si vous procédez de la sorte, vous ferez partie de ces entreprises qui font une différence. Oui, il y avait aussi une autre question concernant Arte, une autre d'une agence de presse autrichienne. Ensuite, on a eu aussi quelqu'un de Sky TV en Italie. Alors, je ne sais pas où vous vous cachez. En tous les cas, le moment est venu de poser votre question. Alors, allez-y. Oui, oui, est-ce que vous voulez bien vous présenter au préalable, s'il vous plaît? Oui, Robert d'Autriche. En fait, j'ai une question complémentaire à ce qui vient d'être discuté. Vous avez dit que l'innovation est de plus en plus régionale. En Autriche, en particulier, il y a toutes sortes d'idées innovantes qui sont lancées, et même si nous vivons à l'ère numérique, en tout cas c'est ce que je vis, la plupart des personnes finalement ne veulent pas de cette innovation. Ils continuent à œuvrer, à penser toujours avec le même cadre conceptuel. Et donc, ils ne veulent pas de ces innovations qui finalement leur rendraient la vie plus simple. Alors, je me demande s'il, au niveau de l'Union européenne, il ne serait pas possible de changer un petit peu les mentalités, en tous les cas pour les Autrichiens. C'est peut-être vrai pour d'autres pays aussi. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais est-ce que vous avez des idées à... Oui, par exemple, j'ai quelques idées. Le changement est toujours douloureux. Hier, j'ai participé à un panel et la Suisse avait dit pourquoi est-ce qu'il faut supprimer des emplois par le biais de la mécanisation? Parce que là, on est en train de discuter et de parler un peu du revers de la médaille, c'est-à-dire, par exemple, on parlait de l'âge de la retraite, pendant combien de temps est-ce qu'on peut travailler, c'était ça le débat. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça change la donne. Et il y a toujours une espèce d'effet rebond. C'est vrai que ça change assez vite, mais on peut pas tout changer d'un seul coup et changer le mode de fonctionnement qu'on a eu. Mais en même temps, il faut se rendre compte de la valeur ajoutée que cela a, et c'est pas quelque chose qu'on vous enlève, c'est quelque chose qu'on vous apporte en plus, que ce soit en tant que pays, en tant que citoyen, en tant que région. Ces changements permettent justement de vous rendre plus compétitif justement au niveau international. Bien sûr, la globalisation, c'est quelque chose qui affecte tout le monde, et donc ce sont des mesures qui doivent permettre de comprendre que ces changements viennent s'ajouter en quelque sorte à ce que nous connaissons déjà. Par exemple, et vous vous souvenez de l'époque où on n'avait pas justement ces smartphones? Je me souviens quand j'ai fait mes études, on avait par exemple dans mon laboratoire, je me souviens quand j'ai reçu mon premier message électronique. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours un petit peu de temps pour que les gens comprennent justement les avantages que peuvent leur apporter telle ou telle innovation. Alors, ce qui est très important, c'est justement de promouvoir l'innovation, et pour cela, il faut faire participer tout le monde au projet. Il ne faut pas que quelqu'un, en quelque sorte, en haut de la hiérarchie, dise aux autres ce qui est bien pour eux. Je crois que ce sont les gens eux-mêmes, comme ça vient d'être dit à l'instant. Il faut que les gens eux-mêmes participent justement à tout ce processus où ils apportent eux aussi une valeur à cette innovation. Et donc, si la population elle-même arrive à trouver des solutions et faire en quelque sorte bouger les mentalités, la société, tant mieux, ça marche. On a vraiment besoin de mettre cela en place avec justement les citoyens, avec les personnes. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver.
Il faut toujours voir jusqu'où on peut aller justement dans cette évolution de la société. Donc tous ces changements doivent être testés. Oui, ça va de soi que c'est plus confortable de rester dans un environnement qu'on a toujours connu plutôt que de changer. C'est plus facile de ne pas changer, évidemment, à moins que vous décidiez de changer, par exemple, de vous installer dans les Caraïbes. Donc il y a toute cette dimension psychologique à ne pas sous-estimer. Ensuite, il y a aussi toute cette théorie sur l'adoption de l'innovation. Il y a ceux qui adhèrent très rapidement, il y a ceux qui prennent un peu plus de temps. Ça dépend un petit peu du pays dans lequel vous vivez, dans quelle classe sociologique. Est-ce que il y a effectivement, vous êtes entouré de personnes qui prennent justement qui suivent l'évolution ou qui ne le suivent pas. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a justement besoin de ces espèces de pôles, de clusters d'innovation. Où, par exemple, il y a 5 ans, en Allemagne, on n'était pas encore prêt pour certains changements. Maintenant, ça vient. Et donc, beaucoup sont allés à Londres parce qu'on pensait que c'était là qu'il y avait le meilleur cadre pour ce genre d'innovation. Et justement, quand vous lancez une start-up ou toute autre entreprise d'ailleurs, il faut être passionné. Parce qu'évidemment, au début, personne ne croit que ça va marcher, mis à part vous, le chef d'entreprise. Parce que si les autres y croyaient, ils l'auraient fait avant vous. Donc je me souviens des premiers débats qu'on a eus et on s'est dit mais voilà, combien y a-t-il de scientifiques si chacun paye 5 contribue à hauteur de $5, comment est-ce que vraiment cette entreprise peut tourner? Donc en fait, ce qu'on veut, c'est changer la façon dont les scientifiques travaillent ensemble. Après tout, ils n'ont rien à perdre parce que finalement, on part de zéro. Donc cette passion, c'est très important, c'est un moteur, c'est quelque chose qui vous motive. Et donc, par exemple, maintenant, on voit par exemple pour Facebook, on se rend compte que tout le monde l'utilise maintenant. Alors, ça dépend de la culture, de l'éducation formelle, mais peut-être aussi du soutien qui a été donné par le gouvernement. Parfait. Encore une question? Okay, so something. Une observation très rapidement. Oui, présentez-vous d'abord. Evan, je suis chypriote aussi. When we talk about innovation, quand on parle d'innovation, on parle également de nouveauté. Il s'agit de combiner maintenant la nouveauté avec la technologie numérique. Alors, est-ce que c'est obligatoire d'avoir cela ou faut-il que nous soyons ouverts à d'autres nouvelles idées scientifiques? I was going to say, absolutely. Oui, mais je vous dirais oui. Aller au-delà du numérique. Il faut se rendre compte que la définition d'innovation, c'est quelque chose qui change. Si la seule certitude, c'est le changement, que le changement se produira, alors misez sur l'innovation. Allez dans les secteurs où vous savez qu'il y aura du changement et soyez acteurs de ce changement. Le numérique, depuis 10-15 ans, a été une grande innovation. Maintenant, nous avons tout un spectre d'industries, d'activités humaines liées au numérique. Prenez l'agriculture, qui semble être un secteur traditionnel. Évidemment, il y a eu la mécanisation, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est sans doute le secteur que l'on considérera le moins numérique. Mais maintenant, si vous avez les données GPS pour la production agricole, voyez également Monsanto, qui se base sur la donnée, sur les données, sur la production de ces données. Prenez également les biotechnologies. Vous constaterez qu'on parle toujours d'information, de données, de science de l'information. Et cela va au-delà du numérique.
C'est lié au fond à la question précédente. Maintenant, tout est de savoir comment choisir le secteur dans lequel vous allez miser. Quand vous entendez des gens vous dire voilà, on mise sur cela parce que d'autres s'y sont engouffrés aussi dans ce domaine, mais non, c'est pas comme cela que vous aurez le changement. Écoutez, les données sont un élément critique. Le numérique, les TIC nous permettent de changer bon nombre de domaines. Vous pouvez faire des choses différemment. Il y a également des changements de comportement du point de vue social. C'est lié à la connectivité. Maintenant, comment trouver les compétences qui vous permettent de développer votre produit, votre service? Comme on l'a dit, les données sont une matière première facilement accessible pour les TIC. Il faut considérer cela comme un secteur industriel à part entière, mais comme étant également un élément de changement de comportement pour les processus d'innovation. So I was wondering if this, please go ahead with. Oui, je vous en prie, poursuivez avec vos questions et puis ensuite nous devrons conclure parce que nous en avons terminé pour notre créneau. Hein. Vous devez saisir cette occasion. Encore une question ici? Là? Ah oui, encore. Oui, bon, on aurait dû commencer il y a une demi-heure de cela déjà. Oui, allez-y, présentez-vous. Trying to make it work. Oui, j'essaie de faire fonctionner le micro. Alexandra, je viens de Bulgarie et pas de Chypre. L'entrepreneuriat social ne cesse de se développer en Bulgarie, ce qui est une bonne chose. Les communautés des jeunes sont particulièrement dynamiques, actives. Ma question est liée au rôle de l'État et du gouvernement. Nous avons entendu différents avis en la matière. Comment encourager, faut-il encourager l'entrepreneuriat des jeunes pour promouvoir le travail des jeunes? Est-ce que c'est une solution, par exemple, à la question du chômage des jeunes? Ma question est liée au gouvernement, aux décideurs, qui ne sont pas en mesure de réagir aux besoins sans cesse changeants des communautés des jeunes. On parle d'accélérateurs, pré-accélérateurs pour le développement des idées des jeunes et de hubs, etc. Et effectivement, il y a une mise à jour continue. On sait très bien comment évolue la situation. À votre avis, jusqu'à quel point les gouvernements doivent être impliqués dans ces processus en termes d'éducation, en termes de soutien? Je pense en particulier au soutien financier. Donc jusqu'à quel point faut-il que le gouvernement s'implique? Oui, encore une question là-bas? Hi, I'm Lydia. I'm from. Je suis irlandaise, je suis Lydia, je travaille dans un institut de recherche aux Pays-Bas, concentré sur l'eau. J'ai quelques questions à aborder. Bon, nous voulons changer les choses, résoudre les problèmes. Mais pour le faire, nous devons travailler avec bon nombre d'acteurs. Si nous voulons innover, nous ne pouvons pas innover seuls. Il faut travailler avec les gouvernements, avec les ONG, avec les sociétés privées, avec toute une série d'acteurs, en d'autres termes. Sommes-nous en mesure d'innover avec eux? Nous pouvons coopérer, essayer de résoudre les problèmes ensemble, mais c'est un défi. Je prends le cas de mon travail, je suis en contact avec des ONG aux Pays-Bas, en Bangladesh, avec des instituts de recherche. Tout cela est très difficile, mais nous avons tous le même objectif. Comment peut-on mieux travailler ensemble? Oui, excellente question. Une question là dans le fond. Yeah, hi. My name is Kareem. Kareem, je viens d'Allemagne. Je travaille à un projet européen qui vise à développer l'entrepreneuriat social. Question qui s'adresse à vous, Monsieur Reichard. Vous avez une perspective pratique, que dirais-je. Dans votre discours, vous nous avez encouragé à identifier les problèmes et à nous lancer dans cet entrepreneuriat. En laissant de côté l'élément recherche, que faut-il faire? Que faut-il faire si vous voulez vous lancer dans un projet et donc être entrepreneur? D'autres questions? Allez-y.
Okay, hello, my name is... Je suis Thomas, je viens d'Allemagne aussi. Je poserai une question dans le même sens que mon collègue. Si vous avez une idée, si vous voulez résoudre des problèmes, comment devez-vous procéder? À quel moment devez-vous envisager une mise sur le marché? À quel moment devez-vous envisager un financement? En tant qu'entrepreneur, vous devez tout simplement vous concentrer sur la résolution des problèmes et puis ensuite envisager éventuellement de gagner de l'argent concernant cette idée que vous avez. Yeah. Hello, I'm Dario from... Daria, je suis journaliste italien. 2 questions. Un salaire minimum, est-ce un problème, une solution pour résoudre le problème du chômage des jeunes? Aux États-Unis, est-ce que vous voyez comme un problème le fait qu'il y ait beaucoup de partis eurosceptiques? Comment envisagez-vous cet euroscepticisme et son augmentation au quotidien? Yes, in the United States, if you are talking about Oui, aux États-Unis, est-ce que vous parlez de l'euroscepticisme the last month and the party dont on ne cesse de parler? Est-ce que vous parlez de Nigel Farage au Royaume-Uni ou de Marine Le Pen? Merci. Vu ces questions de haut vol, nous allons vous demander de répondre à chacun des panélistes, évidemment. Et vous pourrez également faire quelques observations pour conclure. Qui ouvre le feu? Oui, cette question concernant les acteurs, comment travailler tous ensemble. À l'université finlandaise, à Helsinki, on a mené toute une recherche concernant l'innovation sociétale. On s'est penché effectivement sur la façon de résoudre les vrais problèmes. Les politiques locaux, le monde universitaire, les différents acteurs peuvent être rassemblés par ces nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle les ECSI en Finlande et ça permet d'aller de l'avant. Ça permet de résoudre donc les problèmes de base. From Amsterdam City also. La ville d'Amsterdam aussi a participé à cette recherche, à cette expérience. Maintenant, quand vous avez une idée, à quel stade devez-vous contacter les autres? Je pense qu'il faut le plus tôt possible envisager une mise sur le marché quand vous avez cette idée. C'est essentiel. La Commission, d'ailleurs, a développé un nouvel instrument concernant l'innovation. Si vous avez une idée dans quelque domaine que ce soit, une idée qui est essentielle, vous pouvez bénéficier d'un financement, d'un premier financement pour une étude de faisabilité. Et si c'est un succès, alors vous pouvez aller de l'avant. Il est facile d'obtenir ce financement. C'est un instrument essentiel pour les jeunes pousses, les spin-offs, pour les universités, pour les sociétés, même pour les personnes à titre privé. Jan, Roma, did you want to come in? Yeah. So I have a few comments. Quelques observations. Vous avez mentionné l'entrepreneuriat social. C'est un sujet très intéressant. Comment peut-on améliorer l'éducation? Si on s'en tient à des méthodes traditionnelles avec des investisseurs qui veulent un retour sur investissement, alors vous risquez d'avoir une espèce de corruption de ce que vous essayez de bâtir.
L'entrepreneuriat social est un élément pour lequel on doit envisager une véritable action du gouvernement. Ils peuvent fournir le financement sans attendre un retour d'investissement, mais enfin un retour d'investissement tel qu'on l'envisage de façon traditionnelle. Ça peut avoir toute une série de répercussions dans d'autres domaines. Je sais que dans le domaine des investissements à risque, etc., on n'est pas intéressé par ce genre d'idées. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas de publicité dans les écoles. Donc l'entrepreneuriat social est un sujet très important que nous n'avons pas couvert. C'est un sujet à part entière. Comment encourager cet entrepreneuriat? Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont obtenu pas mal de succès. Bon, vous avez Bill Gates et d'autres qui ensuite ont consacré une partie de leur fortune à de bonnes œuvres. Mais d'abord, il faut avoir du succès, il faut avoir une entreprise qui fonctionne. Et ensuite, vous pouvez vous consacrer aux bonnes œuvres et donc avoir cet espoir sur investissement. Autre question qui m'a été posée. Quels sont les quelques éléments sur lesquels vous devez vous concentrer? Pour moi, l'élément essentiel, c'est que vous choisissiez. C'est pour votre vie en quelque sorte. Quel est le style de vie que vous voulez mener en tant qu'entrepreneur? Cela a toute une série de répercussions. Qu'en est-il de la sécurité financière? Quelles sont les personnes dont vous voulez vous entourer? Avec qui vous voulez vivre? Quels sont les problèmes que vous essayez de résoudre, etc. Je n'ai jamais dit je veux avoir du succès. Non, non. Moi, j'aime bien être entrepreneur parce que c'est quelque chose de très enrichissant, c'est très varié. Donc, indépendamment du succès ou pas. Effectivement, c'est le problème de toutes les jeunes pousses. Bon, parfois, on est face à un échec. Parfait, passons à autre chose, à une autre étape. Donc, c'est une question de choix de vie. Vous devez également avoir une certaine attitude vis-à-vis de l'échec. L'échec qui, au fond, pour vous, n'est pas un échec. Vous avez choisi de courir le risque. Vous avez ce style de vie. Ensuite, vous devez savoir de qui vous entourez, des co-fondateurs en quelque sorte. Fondateurs et également financiers, c'est-à-dire comment convaincre les autres de vous accompagner dans cet effort. Parce qu'il y a certains coûts et vous avez différents véhicules qui existent pour ce faire. Vous pouvez vous tourner vers des sources de financement externes ou alors vous faites en sorte que différents acteurs travaillent ensemble. Nous sommes parvenus à obtenir un financement à hauteur d'1 million d'euros de l'Union européenne en impliquant toute une série de partenaires académiques en quelque sorte. Mais je ne considère pas que cet argent doit être l'élément essentiel de votre financement parce que c'est lent, ça arrive ponctuellement, mais je serai très prudent. On ne peut pas considérer que cet argent est à la base du financement de votre projet. So I've answered your question on J'ai répondu à votre question concernant le rôle du gouvernement en matière d'innovation. Je crois que c'est vraiment une question transversale, très intéressante. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas une seule réponse. Bon. Bien sûr, il va de soi que le gouvernement doit jouer un rôle puisque l'État doit mettre en place un cadre et proposer des mesures d'incitation. Ce cadre doit permettre d'avoir accès à un certain nombre de ressources, de recruter des personnes, d'accorder des subventions de recherche. Bon, mais en même temps, les activités dont vous avez parlé, les accélérateurs, les programmes pour lesquels vous avez besoin en quelque sorte de quelqu'un qui va prendre un risque et mettre de l'argent sur la table. Donc, alors, est-ce que c'est l'État qui va faire ça? Il faut essayer de mettre le curseur au bon endroit.
Alors ça va dépendre de la géographie, de la culture dans laquelle vous opérez, et puis ça dépend de l'échelon. Si c'est au niveau d'une ville, c'est plus facile. Si c'est au niveau d'un État, voire d'un État fédéral, là aussi, il faudra essayer de trouver donc une politique, un cadre qui puisse vous aider. Alors il y a autre chose sur quoi on n'insiste pas suffisamment en Europe. Les différences culturelles, peu importe, il faut qu'on accepte le risque et qu'on lance ces jeunes pousses, ces start-up. J'ai parlé tout à l'heure de la déclaration française des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, nous avons des orateurs américains, donc je vais plutôt parler de la déclaration américaine et qui donne une bonne définition de ce que c'est le gouvernement. Voilà. Et on dit que évidemment tout le monde doit être égal devant la loi, a des droits inaliénables et les gouvernements sont mis en place et justement ils tirent leur pouvoir justement du peuple. Donc ils sont là finalement pour faire ce que nous, on ne peut pas faire seuls. Donc ils ne sont pas là pour faire des choses qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on peut être même mieux faire que l'État. Donc pour répondre à votre question, oui bien sûr, l'État a un rôle à jouer, notamment dans tous ces domaines de l'innovation, mais en définitive, c'est à nous, et surtout ici en Europe, où on a une croissance démographique nettement moins importante. Il y a des générations plus âgées qui ont un petit peu tendance à vouloir dire aux autres comment il faut faire. Bon, je crois qu'il faut oublier cela. Il faut essayer de prendre en main notre avenir, essayer de donner du sens pour les jeunes générations. Et donc, il faut justement qu'on essaie de créer ces synergies. Voilà, ce sera ma dernière remarque. Bien, quant à moi, je crois que vous avez déjà dit ce que j'allais justement dire, y compris citer la déclaration américaine. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, ce qui nous permettra peut-être encore de répondre à certaines questions sur tel ou tel point. Donc, je voudrais revenir sur le rôle du gouvernement, de la personne. En fait, mon collègue l'a dit bien mieux que je ne pourrais le faire. Compte tenu des relations transatlantiques, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre les uns des autres. On voit les changements qui sont intervenus au cours de la dernière décennie, les changements qui concernent donc les jeunes générations, et je suis ravie de voir qu'il y a tellement de coopération entre les villes, entre les ONG, entre les différents acteurs. Et donc j'espère que justement ce partenariat, ces relations vont sortir grandis, notamment dans le domaine de la jeunesse et de l'innovation. Parfois, on croit que ce sont les adultes qui ont toutes les réponses et parfois, très souvent, c'est pas le cas. On est là parce que je crois que bon nombre des solutions, c'est vous qui les avez. Alors, pour conclure sur ce point, je crois qu'on vit justement une période remarquable. Il y a des défis importants, mais justement, cette génération a des talents que les précédentes n'avaient pas. C'est quelque chose dont il faut se saisir. En plus, c'est un luxe d'être dans la partie occidentale du monde, de pouvoir discuter de cela, alors qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on n'a même pas de quoi se nourrir. Donc, je crois qu'il faut justement dans ce que nous faisons essayer de combiner à la fois la passion, le projet et l'avenir. Je crois que c'est comme ça qu'il faut envisager l'avenir. Okay, I think... Bien, je crois que le moment est venu de clôturer cette séance. Ça a été une séance extrêmement intéressante. Si vous avez encore des questions, nous serons encore dans la maison. Il y a eu des questions concernant l'euroscepticisme. Et c'est vrai que nous aussi, on est assez inquiets
concernant ce qui se passe dans tel ou tel pays. Malheureusement, c'est une tendance dont nous sommes nous-mêmes responsables parce qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué avec les citoyens. On leur a pas suffisamment expliqué ce qu'on faisait pour eux. Raison pour laquelle maintenant ils sont plutôt eurosceptiques. Mais je crois qu'il faut combattre cela, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et c'est nous ici, mais aussi les autres, les jeunes, qui devront trouver une solution. L'Europe est entre nos mains, il faut trouver une solution justement pour que cette belle idée survive.